Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler crypto, puisque je suis avec une experte crypto. Donc, j'ai bien dit une experte, parce que nous sommes avec une femme aujourd'hui, ce qui est génial, parce qu'on a 95% d'hommes sur cette chaîne, un petit peu moins dans la communauté, on est sur du 80-20, mais sur la chaîne, comme on parle quand même beaucoup de crypto assez technique, bah, ça reste encore plus masculin, donc c'est encore plus sympathique aujourd'hui d'avoir Aurore, donc qui va se présenter, je vais lui laisser la main, mais qui a un profil très très pertinent. Vous allez voir, elle se présente elle-même comme Bitcoin maximaliste. Et bah, je n'en dis pas plus. Aurore, est-ce que tu peux nous parler de toi en une minute, ton parcours, qui es-tu, que fais-tu aujourd'hui? Et après, on ira très vite dans le dur. On va parler du programme juste après. Oui, bonjour à toutes et à tous, avec plaisir pour me présenter. Alors, je m'appelle Aurore Galvez-Orjol et je travaille pour la société Léonode qui a développé la marque Bitcoin Lyon. Donc, je suis basée à Lyon et je suis ce qu'on appelle un broker, donc un courtier qui fait de l'achat-vente en Bitcoin, Bitcoin only, puisque effectivement, comme tu l'as dit, je suis Bitcoin maximaliste. Alors, souvent, c'est un gros mot, mais en fait, ça quand même traduit une position qui est plus que pertinente en fait, et qui traduit aussi une philosophie et un engagement, hein. Donc, moi, j'œuvre à la démocratisation du Bitcoin pour plusieurs raisons qu'on évoquera au fur et à mesure du podcast. Mais pour parler davantage de l'activité professionnelle, donc voilà, je suis un broker, je suis courtier, je fais de l'achat-vente en Bitcoin enregistré auprès de l'AMF en tant que PSAN, donc de Tu es évidemment prestataire. San, bien sûr. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, prestataire de services sur actifs numériques. Donc, voilà, je suis, régulée et voilà, je respecte les normes, LCBFT de notre Depuis quand tu es San, du coup? depuis 2019, on est numéro Ok. 14. D'accord, très bien, excellent. Très bien, bah, je rajouterai également donc, que tu donnes des cours en école de commerce. Oui, tout à fait. Donc, je fais beaucoup de formations en école de commerce, alors de web marketing et stratégie digitale puisque, ce sont mes premiers émois, professionnels, mais Mhm. liés à ma spécialisation aujourd'hui, beaucoup sur, Bitcoin, crypto-monnaie et usage blockchain. Alors que l'on ne s'y trompe pas, hein, quand je parle d'usage blockchain, c'est aussi beaucoup pour, décrier les expériences, pour voir les échecs, qui ont été essuyés, dernièrement, parce qu'on essaye souvent de tordre le cou, à la technologie blockchain, mais pour le Mm, moment, mm, le mm. premier usage avéré et qui manque encore de maturité en plus, hein, c'est quand même, voilà, la monnaie, hein, le moyen de paiement aussi avec Bitcoin, bien qu'en France, on ne puisse pas dire encore que Bitcoin soit une monnaie, mais c'est bel et bien un crypto-actif et c'est aussi pour ça que je travaille énormément, à la formation, c'est pour, et aussi aux relations publiques, Mm, et mm, de mm. lobbying. C'est pour faire en sorte qu'un jour Bitcoin soit véritablement accepté comme une monnaie. Génial, génial, génial. Et je rajouterai que tu as une présence assez marquée dans la région de Lyon, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui, avec la marque Bitcoin Lyon, Ok, bon, moi c'est clair, voilà. c'est parfait. Donc, mais après, oui, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être succinct. Première question que je vais te poser, Aurore. Comment tu es tombé dans la marmite Bitcoin? J'aime bien se poser cette question aux passionnés, parce que finalement, tout le monde s'en souvient, les premiers émois, de comment on l'a découvert et comment on Oui. est tombé en amour avec la crypto. Oui, puis c'est quelque chose qu'on échange beaucoup, entre bitcoiners ou, entre, voilà, crypto fans. Alors en fait, moi, j'ai entendu parler de Bitcoin en 2013-2014. J'avais, des amis qui minaient, mais c'est vrai qu'à cette époque, D'accord. j'étais, vraiment prise dans mon activité professionnelle. J'étais en alternance dans mes études, j'avais une vie bien remplie. Mais voilà, j'étais à l'écoute, j'étais intéressée, mais sans percevoir, la portée et l'importance de ce que ça pouvait, enfin, en tout cas, tout ce que ça pouvait représenter. Hum, Et hum, puis, hum. j'ai fini mes études. Après, je suis partie en voyage et quand je suis revenue, en fait, j'avais plus, de travail. Je pouvais complètement me réinventer. C'est là, où j'ai pu être à l'écoute, du marché, des personnes qui avaient autour de moi et j'ai pu m'intéresser, en fait, au bitcoin. Et j'ai rencontré des gens, j'ai participé à des conférences, à des meet-up Hum. et j'en ai appris beaucoup plus et en fait, en rencontrant les gens, vraiment, j'ai pu affiner mes recherches et j'ai créé l'association Crypto Lyon avec des amis. Donc on a créé l'association et on proposait, 3 événements par semaine, des Ah oui. ateliers. Alors ça, c'était avant le covid, hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus la même, dynamique, mais voilà, on proposait des ateliers pour mineurs, même pour des gens qui voulaient trader, pour débutants, plus pour experts. On présentait aussi des conférences, on essayait
essayer d'organiser des débats. Donc voilà, et en fait, avec mes amis, on s'est testé comme une équipe, on a vu que ça fonctionnait bien, et c'est ensuite, justement, en 2019 qu'on a créé l'entreprise Léonode, pour faire du conseil et de la formation et du développement dans un premier temps, parce que ça prend quand même beaucoup de ressources, d'efforts de développer l'activité de broker. Et donc, en fait, c'est cette activité de développement et de formation qui ont nourri le développement de l'activité de courtier. D'accord, très bien. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de changements et comme je le dis souvent aussi au début, quand on découvre la technologie ou même, les aspects philosophiques derrière, voire même, politiques, il y a une phase, de temps derrière où on va se rendre compte que finalement les choses à apprendre sont énormes et donc il y a plusieurs mois comme ça où on va découvrir la thématique, on va découvrir le domaine. Donc voilà, si tu écoutes et que tu es un total néophyte, beaucoup de choses à apprendre et surtout que ça ouvre des portes, heu, qui sont, gigantesques. Ça parle d'économie, on parle de finance, on parle d'ingénierie, on parle d'investissement évidemment parce qu'il ne faut pas le négliger, et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée dans Bitcoin aussi, c'est tous les aspects, voilà, comme tu l'as dit, les aspects Mmh, mmh mh. économiques, sociétaux, philosophiques, enfin, ça touche à beaucoup de choses, c'est aussi très technique, ça, j'ai pu redécouvrir aussi, des concepts mathématiques, donc voilà. Exactement, ouais, Et ouais. puis je voulais aussi confesser quand même à l'audience que même si je suis Bitcoin maximaliste, dans mes débuts, forcément, j'ai été un peu blockchain enthousiaste, hein. J'ai essayé, de regarder les innovations, et c'est dans ce parcours-là que je me suis recentrée après, en fait, sur Bitcoin. J'ai bien vu que, finalement, il y avait des choses qui étaient des voies sans issue, et puis je me suis reconcentrée, en fait, parce que, j'ai des convictions aussi, et que, le marché est vaste et grand, et que je préférais concentrer mes efforts, sur Bitcoin. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur, justement, comment toi tu te définis et aussi un peu pourquoi Bitcoin maximaliste? Parce que bon, finalement, il y en a toujours eu, il y en aura encore. J'avais fait, quand j'ai écrit mon livre en 2018, j'ai fait un chapitre d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un Bitcoin maximaliste. Bon, le 2018, c'était aussi un marché qui était, complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour quelqu'un qui écoute et qui a peut-être jamais rencontré de Bitcoin maximaliste, qui ne sait pas trop définir qu'est-ce que c'est? Et est-ce que vraiment, tout le reste est à jeter? Alors, un Bitcoin maximaliste, effectivement, c'est quelqu'un qui va se concentrer uniquement sur Bitcoin pour plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est technique, parce que c'est en fait la seule crypto-monnaie à proof of work. Enfin, c'est pas la seule qui a proof of work, mais c'est la seule qui a preuve de travail, qui a un réseau assez étendu qu'on ne peut pas hacker. Donc, techniquement, en fait, ça fait un réseau résilient qui est très sûr, et qui est véritablement décentralisé, hein, contrairement à Ethereum, qu'on pourra évoquer prochainement, puisque hier, c'était le grand événement de The C'est ce que j'allais Merge. dire aussi. Est-ce que Ethereum, tu voulais pas dire 2 mots dessus quand même, vu l'actualité? Et bon, bah, c'est pas non plus n'importe quelle alt. Oui, donc Ethereum, c'est quand même la deuxième plus grande blockchain, en tout cas la deuxième plus grande capitalisation sur le marché. Hier, il y a eu The Merge, donc la blockchain est passée en proof of stake. Alors, au-delà des peut-être des oppositions proof of work, proof of stake, il y a aussi il y avait une véritable problématique de décentralisation sur Ethereum. Il faut savoir qu'Ethereum, la blockchain, elle est tellement lourde, en fait, que personne ne va synchroniser la blockchain à part des acteurs professionnels. Ce qui fait qu'en fait, c'est un Oui. système, un réseau qui est centralisé. Donc la décision n'est pas démocratique, n'appartient pas à 51% des mineurs, en tout cas pas un large nombre des mineurs, mais finalement qu'à des acteurs professionnels qui peuvent prendre des décisions entre eux. Et donc finalement, on perd la philosophie du début qu'avait Bitcoin, par exemple, et qu'a toujours Bitcoin avec la proof of work, où tout le monde peut participer au réseau et peut prendre des décisions. C'est un sujet qui revient souvent, hein, quel que soit le cryptoactif, c'est la décentralisation sur, des fois que dans la tête, hein, d'un point de vue philosophique et sur le papier, mais pas tant dans la réalité. C'est vrai. Bah oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est l'innovation principale de Bitcoin, ce qui va changer le monde, et ce qui va changer la conception monétaire et l'usage monétaire, c'est quand même la décentralisation. Si on n'a pas ça, on revient finalement dans le monde de fiat, dans le monde des banques, en fait, Mmh, où mmh ce mh. sont quelques personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui vont prendre des décisions. Donc après, effectivement, il y a des personnes qui sont investisseurs, qui n'ont pas de considération éthique, qui sont là pour les bénéfices, et qui vont investir, quoi qu'il arrive, dans ces monnaies.
crypto-monnaies. Alors oui, ils peuvent gagner, à court terme, mais bon voilà, moi j'ai décidé de suivre, une ligne, éthique, et d'œuvrer pour le développement de la technologie. Et parfois j'ai un peu du mal en fait avec tous, ces altcoins, qui finalement font perdre du temps, pour la Oui, compréhension de l'opinion publique, par rapport justement à l'innovation que peut représenter Bitcoin. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, alors on parle de la technique justement Proof of Work décentralisation, mais aujourd'hui on est dans un contexte quand même où on comprend l'intérêt de Bitcoin. Il y a la guerre en Ukraine, avec, la Russie. Finalement, on a censuré le système SWIFT, donc certaines personnes ne peuvent plus l'utiliser. Avec Bitcoin, justement, on a la possibilité d'avoir, des échanges qui sont non censurables et c'est très important. Parfois, on parle aussi de la volatilité du Bitcoin comme, étant quelque chose comme un frein à l'adoption. Mais quand on voit, des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou encore comme le Liban, où les gens, vont, avec, des armes prendre en otage, les banques pour récupérer leur argent tellement qu'ils sont désœuvrés, hem, on voit qu'il y a un véritable problème en fait dans ce monde bancaire, qu'il y a des inflations, mmh. des hyperinflations même dans de nombreux pays et que les gens sont dépossédés. Alors pour regagner en liberté et en indépendance monétaire, c'est un outil, phare pour moi aujourd'hui. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était un sujet sur lequel je voulais t'amener d'ailleurs. On va en reparler un petit peu après sur les crises, que ce soit crise macro, crise micro. Hem, pour rester sur le sujet, est-ce qu'il ouais, il y a peut-être peut-être un projet, un actif en particulier que tu aimes, hors Bitcoin, hors Ethereum? Est-ce qu'il y a quand même tu un petit chouchou, un projet que tu aimes bien quand même? Alors il y a un projet, mais c'est plutôt, en fait, une blague, entre, bitcoiners maximalistes qui s'appelle le Moula Coin. Grosse dédicace au prince de la moula. Non, mais en fait, c'est un projet NFT qui a été créé, sur, Bitcoin et si vous le suivez, en fait, sur Twitter, vous allez voir, vous allez comprendre, en fait, parfois l'incongruité des projets, NFT puisque ce projet Moula Coin, c'est un projet qui est fait pour, justement tourner en dérision les NFT. Donc quand on suit, finalement les posts, on arrive à comprendre, à mieux percevoir, pourquoi les NFT, c'est du vent et en plus le Moula Coin pour le coup, c'est un NFT, qui est backé par des monnaies sous-jacentes, des monnaies qui connaissent, l'inflation comme, heu, D'accord. le dollar du Zimbabwe ou la monnaie du Venezuela, et donc pour le coup, il est réellement backé par ces monnaies-là et donc il est peut-être même plus sérieux, que, certains autres, NFT. Donc on rigole beaucoup, entre nous de ça et on dit que c'est le premier scam honnête, de l'histoire, ce qui n'a aucun sens bien évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez suivre, ce projet Moula Coin, en fait, vous allez déjà beaucoup rigoler et comprendre en fait, finalement vous allez mieux comprendre les NFT. Oui, ou rentrer sur un petit scam, mais du moment où on le sait, c'est déjà mieux. Non, voilà, parce qu'en fait, il est ni à vendre, ni à acheter et donc on peut pas perdre avec ce coin. Bon, OK. Bon, tu as répondu à moitié à ma question. On dira pas tu n'auras pas cité XRP, tu n'auras pas cité XRP, je vais clairement pas le citer parce qu'en fait, c'est un projet de joint venture, de toutes les banques. En fait, dedans, derrière XRP, il y a Santander, il y a Bank of America, Bank of China, donc comme quoi elles sont capables de s'entendre, hein, quand il s'agit de prendre en main, la ça va, oui. technologie, voilà, des crypto-monnaies et puis il faut savoir en fait, c'est un projet, qui va faire en sorte d'émettre et de brûler des tokens pour toujours garder 60 de la réserve. Donc par exemple, ceux qui misent sur le XRP pour, gagner de l'argent, pour spéculer, bah, c'est peut-être pas le meilleur cheval, en effet. Et on Mmh, voit mmh mh. justement ici à quel point il est contrôlé par une organisation centrale. Bon, voilà, pareil pour, Ethereum, hein, qui, en plus, vient, nous parler voilà, vient nous faire du greenwashing, en fait, vient nous parler d'une blockchain qui, Ouais. écologiquement, serait plus propre, mais en réalité, voilà, qui est toujours contrôlée, par quelques décideurs et par la fondation Ethereum. Il y a plus rien de décentralisé. Je rappelle, franchement, moi, quand je suis rentrée sur le marché en 2017, Vitalik, il avait des beaux discours sur la décentralisation en Oui. disant que quand il est venu sur la crypto, c'est parce qu'il avait perdu son personnage, toutes ses skins, tous ses assets sur WoW. Et il disait qu'en fait, bah, si c'était décentralisé, finalement, tout ça, ne serait pas arrivé. Donc, c'est pour ça qu'il s'engageait sur Ethereum. Mais en fait, Ethereum n'a rien de décentralisé aujourd'hui. Il faut se réveiller. Après, voilà, qu'il y ait des gens qui veulent faire de l'argent et qui veulent spéculer, c'est une chose. Moi, je juge personne. Mais en fait, au bureau,
Chez Bitcoinion, je reçois beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent par manque d'information, qui se sont fait arnaquer, par des scams sur le marché. Donc il y a aussi ça. Oui, bah oui, là, c'est autre chose même. Oui, oui. Moi, je commence à avoir une révulsion, en fait, de tous ces projets-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques, hein. Sur les 20 000 crypto-monnaies, la plupart en sont finalement Ah, parce bien qu'on a sûr. on a des personnes qui sont soit, pas techniques, donc qui ont des grosses failles dans leur système, soit qui sont pas non plus au fait de la législation et qui font des choses, un peu n'importe comment, qui n'informent mal, leurs clients. Donc voilà, vu que c'est toujours un petit peu la jungle quand même ou le Far West, sur ce marché, il y a quand même beaucoup qui laissent des plumes et moi je les récupère en fait au bureau. Donc il y a ça aussi qu'il faut Mmh. prendre en compte, Ouais, c'est qu'on ne voit pas, les traders sur YouTube, ils vous disent qu'ils font des plus 4000%, mais ils vous disent jamais leurs pertes, hein. bah, ça, je le répète tout le temps. Voilà et en Et plus, il y a quand même des gens et j'en connais, hein, qui font ce qu'on appelle le marketing de réseau. Donc en fait, ils vont constituer une communauté, où ils vont se prendre en photo sur Instagram, à Dubaï, ou dans ah des ouais, pays où ils vont là, on va loin, oui, voilà, ils vont montrer qu'ils sont crypto riches pour que les gens suivent leur appel au trading. Mais en fait, bien sûr. qu'est-ce qui fait derrière? En fait, c'est qu'ils vont faire, ils vont prendre des positions sur un marché. Ils vont dire: «Ah bah tiens, cette crypto, elle est super bien», donc les 3000 vont suivre, donc forcément ça va pump. Eux, ils vont se retirer au bon moment, puis après ils vont dire: «Ah bah finalement, peut-être faire attention» et puis c'est le dernier qui se retire qui est le dindon de la farce. Donc Bien attention sûr. à ça, c'est des fausses mécaniques, voilà, c'est des mécaniques de trading où il y a des gens qui vont profiter en fait, des Bah, effets de groupe. là, clairement, le terme est galvaudé. C'est pas du tout un trader. On est sur quelqu'un qui va faire un pump, qui sera positionné avant et qui va en profiter. Mais après, un vrai trader, déjà, il n'a pas besoin techniquement d'aller à Dubaï. Et Voilà. surtout, il a une stratégie de money management qui fait qu'il a des pertes. Et c'est la définition même du trading, c'est de savoir gérer ses pertes et qu'il y en aura. Il y en a même peut-être plus en termes de volume, mais la partie sur laquelle il sera gagnant, il va gagner plus, ce qui va compenser les autres. Oui, oui. Mais c'est sûr que c'est important de le mentionner. On a très bien fait de revenir sur XRP parce que j'ai très généralement la question encore souvent sur les réseaux. Je fais une petite dédicace à un de mes clients, Cédric, qui se reconnaîtra. Et donc, je vais te poser la question, comment tu vois le marché, ou le Bitcoin plutôt, dans 10 ans? Parce que j'avais fait une émission, une des toutes premières sur cette chaîne, donc c'était il y a 5 ans déjà, sur le Bitcoin dans 20 ans. Donc, c'est déjà même pertinent de la réécouter aujourd'hui. Mais toi, comment tu vois les choses dans 10 ans, donc, à la fin de cette décennie, en termes d'adoption et en termes de techno, en termes de même d'économie, de philosophie? Alors, c'est très compliqué, hein, d'être, visionnaire sur ce marché qui va très On vite. va pas faire une émission de 3 heures, oui, effectivement. Non, voilà, puis de toute façon, je suis pas madame Irma, donc tout ce que je vais dire ici n'engage finalement que moi et peut-être mes espoirs aussi. Moi, c'est vrai que Oui, j'aimerais quand même que dans 10 ans, on ait atteint, 20 d'adoption, de bitcoin et que les gens utilisent bitcoin dans la vraie vie, qu'il y ait beaucoup plus de commerçants qui puissent, accepter ce moyen de paiement. Mais je sais que ça va beaucoup plus doucement dans la réalité, que dans mes rêves. Voilà, donc ça, c'est un 1er élément. Le marché, je pense, qu'on n'a pas fini avec ces vagues un petit peu hem, parce que voilà, on a eu les premières vagues d'ICO, là, mmh. on a les vagues, NFT. Bon, les Mmh. NFT n'étant toujours pas régulées, je pense que ça va continuer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on arrête, peut-être, cette farce et puis après, il va y avoir toujours un phénomène pour remplacer l'autre. Donc il faut être très vigilant, en fait, à tout ce qui va nous être proposé. Et puis, en fait, je pense qu'on va suivre, on va avoir des émotions, qui vont se calquer sur le cycle du halving du bitcoin, hein. Ouais. Donc tous les 4 ans, on a la récompense du bitcoin qui est divisée par 2, et donc ça met le marché, sous tension et donc là, on va avoir des augmentations, du prix du bitcoin de plus en plus fortes, et puis on va atteindre une adoption de plus en plus massive. Pour dire ça, en fait, je m'appuie sur un petit peu quelques chiffres que j'ai aujourd'hui, pour vous donner, une idée. Sur le marché, dans le monde, il y a 600 organismes et institutions financières et bancaires qui, intègrent Bitcoin ou les cryptomonnaies dans leurs services. Donc ça Mmh. veut dire clairement, on a une institutionnalisation du marché et cette vague, ça a été la vague institutionnelle où Ouais, les c'était banques, 2021, oui, ouais. clairement, voilà, ils sont tous rentrés sur le marché. Même s'ils ne le proposent pas encore à leurs clients, ils l'ont intégré en tout cas dans leurs investissements, propres et puis il y en a de plus en plus qui le proposent à leurs clients aussi, hein.
Donc, comme les institutionnels sont rentrés sur le marché, il faut s'attendre à ce que la prochaine vague commence, à massifier l'adoption utilisateur. Bon après, le marché n'est pas mûr, la technologie non plus, Mmh, elle mmh, n'est pas mmh. très mature, c'est quand même pas toujours, facile, d'utilisation, même auprès des bitcoiners ou voilà, des crypto-utilisateurs, c'est pas toujours, vu comme un instrument à utiliser, mais plutôt encore comme un actif sur lequel investir. Pour exemple, à Lyon, la semaine dernière, on a organisé le repas du coin avec Jacques Favier et Ali Takal et enfin voilà, il y avait très peu de participants au repas du coin qui ont payé, en bitcoin ou en lightning, alors bien même que le comptoir Brunet, dédicace à Panda Douteux sur, Twitter, accepte ces moyens de paiement et on était sur une communauté de gens qui normalement, sont à fond dedans, donc auraient dû l'utiliser. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas, qui préfèrent payer encore, en euros, et garder leur bitcoin. Il y en a beaucoup qui sont encore sur cette Mmh. logique de thésaurisation, donc c'est-à-dire qu'ils considèrent Bitcoin comme une valeur de réserve, comme l'or numérique et donc ils veulent plus en accumuler, mais absolument pas le dépenser. Or, il y a quand même un nouveau phénomène, sur cette, enfin nouveau, pas si nouveau, mais sur cette communauté bitcoiner, qui dit: «Non, non, il faut dépenser le bitcoin partout où on peut, quitte à racheter tout de suite immédiatement pour, ne pas, bien sûr, diminuer son trésor, mais il faut l'utiliser pour que, on puisse favoriser Mmh, l'adoption d'accord. de manière Oui, ce générale». que j'allais dire à la limite, moi, je vais vouloir d'abord me débarrasser de l'euro, dans cette Oui. logique de je ne veux pas de fiat et après si j'ai plus d'euros, bah, là OK, je dépense mes BTC, mais Oui. sinon je me débarrasse de mon fiduciaire d'abord, ouais. Ouais, cette logique, elle reste encore là. Short fiat, buy Bitcoin, voilà, elle reste encore, bien présente et finalement, on essaye de plus en plus, de le faire. Mais c'est vrai que, si on permet aux commerçants ou les commerçants nous permettent de payer en Bitcoin, qu'ensuite ces mêmes commerçants peuvent acheter leurs, matières premières chez leurs fournisseurs, là, on commence à créer un cercle vertueux de l'économie et on commence véritablement, à sortir, de l'économie fiat. D'ailleurs, j'incite aussi les personnes à faire très attention quand elles vont utiliser les cartes bleues proposées Oui. par des Binance, ou des exchanges, parce qu'en fait, à la fin, elles ne payent pas en euros et c'est surtout que pour payer, en fait, l'exchange va convertir directement les cryptomonnaies en euros avec une commission qui est assez forte en plus, et donc ça, par exemple, ça favorise pas entièrement, l'adoption de Bitcoin puisqu'à la fin, on paye en euros et puis, pareil, je conseille toujours aux personnes, d'utiliser leur propre wallet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le marché et quand on garde, l'argent sur la plateforme, Binance, Kraken, Coinbase, et bien, on peut être aussi soumis, à des blocages quand les marchés sont en difficulté. On a déjà vu des plateformes bloquer les retraits et ça peut être vraiment embêtant, pour l'utilisateur. Donc si vous voulez être, vraiment indépendant, il faut avoir son wallet, à soi, sur lequel on va rapatrier les fonds, et puis avoir un wallet pour pouvoir, faire les dépenses, courantes et je rappelle quand même que les plateformes d'échange ont toujours été, la proie aux attaques de hackers parce qu'elles sont des cibles, identifiées, donc faites attention, aussi à ça. Très bien. Oui, oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi et même je rajouterais que, c'était une idée que j'avais entendue, où on disait clairement que finalement, si on avait fait ça depuis le début, c'est-à-dire de ne plus avoir la possibilité de revenir en fiat, c'est-à-dire qu'on peut passer de euro à bitcoin et ainsi de suite, mais de ne pas pouvoir revenir en arrière. Effectivement, c'est pas possible, c'est pas le cas et il y a toujours des allers-retours, mais ça aurait été psychologiquement autre chose et d'un point de vue économique autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en BTC, on ne peut plus jamais revenir en euros et ça pourrait changer la donne. Bon, évidemment, c'est une pensée, une idée comme celle-ci, mais je trouve l'idée plutôt, très intéressante de se dire: «Une fois qu'on passe en BTC, on ne revient plus jamais en euros». Et oui et ça et en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui, dans la même veine, vont dire: «Il faudrait qu'on déliste, Bitcoin, de CoinMarketCap pour plus qu'on ait ce référentiel Mmh. Bitcoin-euro», qui, parfois peut faire peur par la volatilité ou parfois qui va attiser la cupidité des personnes qui veulent juste penser en fait, à gagner de l'argent, avec Bitcoin alors que au delà de la spéculation, c'est plutôt une liberté qu'on a à gagner Bitcoin, hein.
Bien une sûr. façon qu'on pourrait avoir de dépenser son argent sans être tracé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, avec l'euro digital, avec une société qui est de plus en plus cashless, on va pouvoir surveiller toutes nos dépenses. Et si on nous surveille à ce niveau-là, on va Mmh. contrôler tous les aspects de nos vies. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le pass écologique ou environnemental, je ne sais pas comment ils l'appellent là, pour voir notre bilan carbone à tous. Bah, en fait, ça va être contrôlé par rapport aux dépenses qu'on fait. Est-ce que notre consommation, elle est verte ou pas? Et donc, du coup, on va pouvoir nous mettre des surtaxes si jamais on consomme de la mauvaise manière. Donc voilà, cette surveillance, elle va vraiment monter en niveau hein, dans les années. Et donc, si on veut regagner un petit peu en liberté, Bitcoin, c'est un bon outil. Oui, c'est le fameux 1 BTC, c'est toujours un BTC. Exactement. Heu et puis c'est fini. Après, même dans le wording, hein, ça se voit encore clairement. On va dire: «Oui, le bitcoin, il a perdu, 30 par rapport au dollar». Mais, quand l'euro, se prend une claque par rapport au dollar, on va dire: «Non, c'est le dollar qui augmente, c'est le dollar qui prend des forces» dans les médias Exactement. européens. On va pas dire: «Non, mais l'euro, voilà, il a perdu plus de 20. Ça, on va pas dire. Mais le bitcoin, oui. Oui, voilà, alors qu'on essaie souvent de le dire, hein, bah, si Bitcoin, descend, c'est par rapport à l'euro ou par rapport au dollar ou monte aussi. Enfin voilà, c'est l'idée d'avoir, ce référentiel. Donc effectivement, il faut essayer de s'affranchir, de cette façon de penser, de se libérer de ce système. Parce qu'en plus, justement, c'est un discours qui est là pour faire peur aussi aux gens. Comme on avait ce discours avant, sur, Bitcoin, c'est la monnaie du darknet. Bon, bah, voilà, on voit que les journalistes ont commencé à arrêter, ce discours parce qu'ils Oui. voyaient bien que c'était, d'une malhonnêteté intellectuelle, Mmh, sans mmh mh. égale. Mmh. Bon, je crois qu'il y en a encore quelques-uns, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Ils sont passés à autre chose. Très bien. Est-ce que tu peux, nous parler un petit peu plus, de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, des cryptos, du bitcoin, dans un contexte de crise, crise localement, nationale, on a cité le Venezuela, il y a d'autres pays, il y a plein d'autres pays qui ont vraiment on le voit en plus très facilement, hein, sur Google Trends, dès qu'il y a une hyperinflation, bim, ça se réfugie dans le bitcoin et même après, voilà, peut-être une réflexion d'un point de vue macro, si, dans quelques mois, dans quelques années, on a vraiment une énorme crise, comment ça pourrait être impact est-ce qu'on aurait la même logique de bitcoin, crise micro, d'avoir cette même logique d'un point de vue macro? Alors, micro ou macro avec, Bitcoin finalement, les 2 se mélangent un peu puisqu'on a vraiment une monnaie qui est borderless donc ça peut être Mmh. utilisé par tout le monde, partout, voilà, que ce soit, localement ou pour faire, des affaires, internationales sur, voilà, sur la scène internationale. On a des personnes aujourd'hui qui nous approchent parce que justement elles font du commerce international et elles veulent, s'affranchir du risque, du taux de change entre devises. Elles Mmh veulent mh. aussi s'affranchir des délais, que peuvent avoir les banques, dans la conversion, ou le traitement des opérations. Et donc, des fois, il faut agir vite et dans ce cas-là, Bitcoin, c'est un bon outil. C'est un bon outil aussi pour ceux qui veulent faire des affaires avec des pays, qui sont pas forcément, dans le cœur, des Américains, on va dire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de diplomatie et d'économie, il y a beaucoup de pays qui sont restreints, parce qu'ils sont pas dans la même lignée, que les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, on voit très bien sur la liste du GAFI, les pays qui sont présents, c'est des pays, qui sont en opposition avec les États-Unis. Donc déjà, par rapport à ça, il y a quand même beaucoup de liberté à gagner. Après, c'est vrai que dans les économies, nationales, plus sur, on va dire une microéconomie, mais enfin voilà, au niveau du pays, quand il y a de l'inflation, c'est vrai que c'est un bon outil parce que parfois que l'inflation est beaucoup plus forte, sur la devise, du pays que, la volatilité du bitcoin et donc ça aide quand même à protéger, beaucoup de personnes. Au Venezuela, il y a quand même, quelques personnes, je dirais pas que c'est la grande majorité parce que, il faut voir aussi que ces pays-là, ils sont quand même, en termes d'adoption technologique, ils sont peut-être pas au même niveau que les pays, occidentaux. Mais dans ces pays, il y a quand même un intérêt, pour la crypto-monnaie. Il y a des entreprises, qui payent des salaires en crypto-monnaie ou des personnes, qui vont convertir en bitcoin ou en crypto-monnaie leur salaire Mmh. dès qu'ils le touchent, pour éviter de perdre, trop.
Heu, on voit aussi que certains pays comme le Venezuela ou Centrafrique ont adopté, Mmh, Bitcoin mmh comme mh. monnaie légale, et ça va tout changer. Parce qu'aujourd'hui, en France, on ne peut pas dire que Bitcoin, c'est une monnaie, c'est un actif. Mais en fait, dans notre droit, du moment qu'un autre pays, adopte, une monnaie, elle fait partie des devises étrangères et donc si, c'est une devise étrangère, alors c'est une monnaie. Donc là, Bitcoin, enfin potentiellement, normalement, la France pourrait la considérer comme, une monnaie. Alors on n'en est pas encore là, peut-être qu'il faudrait certains procès, certaines jurisprudences, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en réalité, en termes de droit, ça y est là, on y arrive quand même. Après sur les impacts, micro, macroéconomie, vraiment, c'est assez complexe parce que, on peut avoir quand même des temps de latence, aussi, en termes d'adoption. Mais en tout cas, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'inflation généralisée, même d'hyperinflation généralisée, en fait, on a le Mmh. terreau fertile pour l'adoption du bitcoin. On a vraiment, C'est un ça, phénomène d'accélération sur l'adoption. exactement. Voilà. Il faut voir que, en fait, en 2017, en 2018, quand je donnais des conférences sur le sujet, j'étais obligée de parler de la crise de subprime pour, expliquer, en fait, la défiance qu'on pouvait avoir. Exactement, c'est ça. C'est ça et en fait aujourd'hui, bah, finalement, on n'est plus obligé de revenir sur le passé, on est dans un présent, dans un contexte présent, qui peut expliquer et qui peut, justifier l'utilisation du bitcoin. Donc là, vraiment, on est dans un contexte super intéressant, pour favoriser l'adoption. Alors, est-ce que tu insinues que, dans un sens, si demain on a après-demain peut-être plutôt, heu, si on a un effondrement, mais littéralement du fiduciaire, est-ce qu'à ce moment-là, oui, c'est excellent, ça sera excellent dans tous les cas, mais est-ce que ça implique, ce serait une condition sine qua non ou est-ce que finalement pas trop, mais est-ce que l'adoption d'abord pourrait se faire à 20 pour reprendre ton chiffre, avec les 2 qui cohabiteraient dans un certain temps, puis finalement un fiduciaire qui se casserait la gueule quand même, mais dans un long terme? Bah, c'est sûr que s'il y a un effondrement, il va y avoir, vraiment une motivation au changement. C'est comme, le télétravail, pendant la crise, covid et le confinement. On a été forcé de changer et donc on l'a fait beaucoup plus vite. Si on avait dit aux entreprises, de façon légale et tout à fait normale: «Oui, il faut, augmenter la part télétravail de vos salariés, pour, je ne sais pas quelle raison», ça aurait mis du temps. Sauf que là, avec, le confinement, bah, ça fait un effet d'accélération. On voit très bien, donc si l'économie, fiat, si le monde bancaire, s'effondre ou, est mis, à mal, forcément, il va y avoir une accélération. Si on revient justement, à 2008, à ce moment-là où, Nicolas Sarkozy a dû organiser le G20, a dû garantir, les fonds, pour éviter justement que tout le monde retire, son argent des banques et un effondrement. Bah, si aujourd'hui on était dans si ce contexte-là, avait vu Bitcoin, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient tournées vers Bitcoin parce que ça aurait été un élément, Mmh. catalyseur. Bon aujourd'hui, voilà, si on est dans cette situation et que, et en fait, bon, on le dit, assez rapidement, mais en fait, là, l'euro, il est en train de s'effondrer. Enfin, l'économie fiat, elle est vraiment en difficulté. Alors, on n'est pas encore dans un effondrement, total, mais avec la crise énergétique, par-dessus et Mmh. la crise politique, en fond, on a vraiment, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on a le terreau et donc là, effectivement, ça ferait vraiment un effet d'accélérateur. Oui, les gens prendraient conscience, en fait, quand ils verraient le prix, des produits, augmenter, quand ils verraient leur, facture d'électricité augmenter, ils se verraient dans l'incapacité de la payer. Forcément, les personnes, vont accélérer leur réflexion sur le sujet. Exactement et même je rajouterais que sur une réflexion peut-être plus géopolitique, on a, la Russie et la Chine, je crois même qu'il y avait l'Iran qui se sont, acoquinés, on va dire, pour, ensemble revoir l'échiquier monétaire et même de mettre le bitcoin sur la table pour, dédollariser complètement, le monde et faire du mal un peu, aux USA. Est-ce que ça te parle? Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est purement stratégique? Est-ce que, tu te dis que ça dans un sens, c'est bien? Bah, dans un sens, c'est bien parce qu'en fait, on voit la domination quand même, des États-Unis d'Amérique. Ils font pas toujours les bons choix aussi économiquement, même Non. pour, eux-mêmes. Bon après, tout ça, ça se discute. Mais effectivement, heu, comme on est très liés en Occident, bah, en fait, si, les États-Unis chutent, ils peuvent nous entraîner dans leur chute. Donc effectivement, de réfléchir à d'autres moyens et à commencer à devenir plus indépendant,
c'est pas inintéressant et aujourd'hui, on voit quand même, l'économie mondiale, changer. C'est vrai, jusqu'à, récemment, on parlait de la Chine comme une économie émergente. En fait, c'est la deuxième puissance Oui. mondiale et suivant les chiffres, qu'on a, la Chine est parfois devant, les États-Unis, suivant les marchés et on voit que les États-Unis font beaucoup de protectionnisme, sur les marchés visés par la Chine. Je pense, aussi au marché des technologies digitales. Voilà, quand Trump, il veut bannir, TikTok à l'époque, des États-Unis, c'est pour protéger le marché de Facebook, WhatsApp qui sont, et des GAFAM qui sont principalement américains. Donc, Mmh, mmh, mmh. on voit quand même, ce rapport de force et effectivement, nous, on va se retrouver au milieu et enfin nous, France, Europe, on va se retrouver au milieu et c'est vrai que je pense que d'être indépendant et d'être, non aligné comme, certains le disent, c'est pas inintéressant et d'avoir justement Bitcoin, pour, atteindre cette neutralité, je pense que ça serait une bonne chose. Alors après, bon voilà, on a une histoire aussi, il y a des accords diplomatiques aussi, c'est très complexe, mais là, Oui. on voit par exemple une guerre qui est un peu on va dire sur le territoire, européen, pas l'Union européenne, mais sur le territoire européen. On voit quand même, voilà, finalement ces 2 anciennes puissances, la Russie et les États-Unis qui s'affrontent, la Chine au milieu, les États-Unis qui commencent à prendre aussi des positions sur Taïwan, la Chine qui s'en vexe. Comment ça va se passer à l'avenir? Voilà, parce que les conflits sont en train, d'émerger, des choses qui étaient un peu latentes depuis, plusieurs années, qu'on avait du mal à C'est vrai. voir, à percevoir ou à comprendre, commencent à éclater aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça on parle, on dit que l'économie est favorable au bitcoin, mais aussi la politique, comme tu l'as bien dit. Ouais, je suis 100 d'accord avec toi. Tu l'as très bien exprimé. Alors, deux questions encore. Si tu étais, présidente de la République ou ministre de l'économie, qu'est-ce que tu ferais? À court terme, pour le pays, pour la France? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ne changerais pas? Alors, qu'est-ce que je changerais? Bah, déjà, je permettrais à Bitcoin d'être accepté comme une monnaie ayant cours légal, pour commencer, D'accord. pour vraiment favoriser son utilisation. Bien évidemment que, ça ne pourrait pas se faire sans formation et sans pédagogie, je pense, parce qu'en plus, c'est un outil technologique, donc comme tous les outils technologiques, bah, il y a une fracture numérique en France qu'il faut pas nier. Donc, là, il faudrait que l'adoption soit quand même, massive, donc il faudrait mettre les moyens, pour. Et puis en termes de fiscalité aussi, il y a beaucoup de choses que je changerais parce que là, il y a quand même, la flat tax, donc l'imposition, de la plus-value, sur le bitcoin, ce qui rend assez compliqué en fait l'utilisation en C'est vrai. tant que monnaie. Pareil aujourd'hui en fait, quand on utilise bitcoin, normalement on serait censé, déclarer toutes nos transactions, et déclarer la plus-value. Mais quand je sors du bitcoin juste pour, un repas au restaurant, voilà, d'une cinquantaine Oui, d'euros. ça fonctionne plus. Et voilà, et si je dois faire ça pour, alors que je fais 10 transactions par jour, je vais pas m'en sortir. Donc Fonctionne pour un investisseur qui a cash out une fois, mais ça marche pas pour une utilisation qui est l'utilité de base du Bitcoin, c'est sûr. exactement. Donc là, je favoriserais quand même, cette partie-là. Enfin voilà, la fiscalité pour pouvoir l'utiliser vraiment comme une monnaie, donc j'enlèverais, cette flat tax. Et puis après effectivement, peut-être qu'il faudrait, alors je sais que pour le coup chez les bitcoiners, je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais si on veut que Bitcoin soit accepté comme une monnaie, il faut aussi, que peut-être les instances de contrôle soient formées, véritablement, à ça et qu'on puisse, éviter peut-être que des personnes utilisent, Bitcoin, pour des mauvais desseins. Je veux dire voilà, la critique première de dire, Bitcoin, c'est la monnaie du darknet, la monnaie des terroristes. Bon alors, oui, on la dépasse en disant que de toute façon la première monnaie pour, tous les méfaits, c'est quand même le dollar, hein, dans C'est l'économie vrai. mondiale. Avant Donc le voilà, Bitcoin, oui. très bien, mais et qu'effectivement, si un terroriste voulait utiliser, Bitcoin pour, acheter des armes, bah, il serait quand même mal informé parce que Bitcoin, c'est quand même traçable. Donc globalement, on pourrait mettre les moyens, pour retrouver, voilà, à Clairement. qui appartient l'adresse. Donc voilà, c'est tout ce type de choses qu'il faudrait mettre en place. Il y a aussi une autre chose, je pense que, j'enlèverais, alors c'est un peu contradictoire avec, le discours précédent, mais j'enlèverais cette volonté de vouloir, faire le KYC, donc l'identification, des utilisateurs, dès le premier euro.
parce que je pense que Mmh, c'est mmh, assez mmh, mmh. utile et ça peut peut-être mettre un plafond pour ça, pour, justement favoriser les petites dépenses et puis pas la nécessité en fait d'identifier toutes les adresses publiques, tous les wallets, pour être sur des parce qu'il y a une grosse critique là en ce moment sur les unhosted wallets, donc les wallets, donc les portefeuilles numériques qui sont pas, identifiés, alors qu'en réalité, c'est très important pour la sécurité des utilisateurs. Moi, c'est un discours Mmh. que j'ai eu auprès de l'AMF et qui, je pense, avait compris en fait, ce discours-là, mais c'est remonté au niveau de MiCA, il y a au niveau de la nouvelle réglementation, européenne. Ils ont cette volonté de vouloir identifier toutes les adresses publiques, mais c'est une très mauvaise chose pour la sécurité des utilisateurs parce qu'en fait, comme les, adresses publiques, ben, on peut auditer, on peut regarder les fonds qu'il y a dessus et si elles étaient toutes identifiées, ça voudrait dire qu'on saurait, le montant possédé par chaque personne et ça, c'est mettre l'utilisateur en danger parce qu'on pourrait savoir que telle personne, a tant de Ah ou en bah tout cas oui, telle adresse a tant de facile à bitcoin, on comprendre. Oui, bien pourrait, sûr. voilà, on pourrait l'attaquer donc ça, c'est très mauvais donc il faut protéger et la privacy, ça protège les utilisateurs. C'est une liberté premièrement, mais c'est aussi une protection et donc là-dessus, je ferais vraiment un gros travail, de pédagogie auprès des instances pour adapter à la fois la régulation et les contrôles, mais aussi pour protéger, laisser la liberté aux individus. Excellent. Non, non, mais c'est une bonne façon de conclure finalement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Un conseil, pour plus de liberté peut-être? Un conseil que tu donnerais allez, 2 conseils. Un pour un néophyte, vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui vient de découvrir aujourd'hui avec toi et moi, le bitcoin et un peut-être avec quelqu'un qui a déjà les pieds dedans et qui, a une chose qu'on pense être vraie, une idée fausse, quelque chose qui serait pertinente de faire à court terme. Alors pour un néophyte, bah, j'encourage déjà à se renseigner sur le bitcoin, et vraiment en fait à s'informer, à se former. Parce que reprendre, possession de sa liberté, ça s'associe avec responsabilité. Donc il faut être en pleine conscience en fait pour utiliser, bitcoin. Donc pour ça, il y a vraiment beaucoup d'outils pédagogiques, notamment, bah, ton podcast par exemple aujourd'hui, mais il y a aussi la chaîne, Découvre Bitcoin, de Roxy, qui est très, très bien à mon sens. Il y a aussi, la chaîne d'Andreas Antonopoulos pour les anglophones, pour Oui, vraiment comprendre en fait, l'intérêt et toutes les implications, de Bitcoin. Ensuite, j'encourage à télécharger et à paramétrer son propre wallet, et à acheter un petit peu de Bitcoin. Alors, auprès d'organismes PSAN comme, le mien à Lyon, Bitcoin Lyon, mais aussi comme d'autres, en France, hein. J'ai d'autres confrères, je hein, confirme. il y a Bitcoin Avenue à Caen, il y a le comptoir des crypto-monnaies, à Bordeaux. On a aussi StakingSat, en ligne qui permet de faire du DCA, donc de mettre tous les mois, un petit peu d'euros pour avoir du Bitcoin et de pas mettre beaucoup d'argent au début, mais d'en mettre un petit peu pour être intéressé parce que ça crée un incentive, ça crée une motivation. Donc, premièrement, effectivement, quand on est un néophyte, se former et ensuite, bah, tester Et acheter. et acheter et puis, il y a, pareil, donc Roxy de la chaîne Découvre Bitcoin, il s'est lancé, dans la création d'un réseau d'ambassadeurs, Bitcoin dans toute la France, hein, qu'on soutient. On va créer l'antenne à Lyon, aussi, bien que nous, on est déjà, Bitcoin Lyon, tout on a beaucoup d'événements. Je veux dire, à Lyon, il y a une très, très forte communauté. Mais donc on va accompagner, Roxy dans ce développement-là. Donc, si vous voulez vous rapprocher des meet-up de votre ville, des ambassadeurs de votre ville ou vous-même, devenir ambassadeur, eh bien, le mouvement est ouvert. Vous pouvez, nous rejoindre. Donc toutes les informations sont sur YouTube, Découvre Bitcoin. Ne pas hésiter aussi à suivre, voilà, des gens importants ou de la communauté, notamment, sur Twitter. On a aussi, Adam Back, on a des gens qui ont vraiment participé, à l'avènement de la technologie, de se renseigner un petit peu aussi sur ce que c'est que le Lightning Network, ça sera plutôt justement, la deuxième pour la Ouais, c'est peut-être la ça. deuxième partie, ouais, voilà, de gens qui ont dépassé ce stade de néophyte, qui se demandent comment utiliser, Bitcoin parce que c'est vrai qu'avec un temps de bloc, il faut attendre un certain nombre de confirmations, c'est pas toujours facile et donc de regarder un petit peu du côté de Lightning Network, ce qui se passe pour faire des transactions, instantanées. Et donc voilà, mon conseil pour les néophytes, c'est vraiment et puis concentrez-vous sur Bitcoin, ne vous laissez pas, emporter par le chant des sirènes, Le et puis Shiba, ça s'appelle.
Voilà, par le rêve de crypto-richesse, parce qu'en fait, on ne devient pas riche en 3 minutes. Et personne n'a le secret de la richesse comme on vous promet sur YouTube, parce que quelqu'un qui a ce secret-là, il ne ferait pas des vidéos YouTube. Donc attention à pas vous laisser voilà, emporter par tous ces fantasmes. Concentrez-vous, restez focus pour regagner votre liberté. Attention aussi hein, sur la façon de sécuriser ces bitcoins, puisque quand on a un wallet, il n'y a pas de fonctionnalité mot de passe oublié, il n'y a pas de banque derrière qui peut régénérer le mot de passe. Donc, vos 24 mots que vous allez noter, il faut bien les garder et il faut bien les mettre dans un endroit sûr. Et il faut vraiment être responsable hein, de son argent. Mais c'est aussi finalement le gage de la liberté. En fait, si on veut être libre, forcément, ça s'associe de responsabilité. Et Non, mais bien sûr, ça voilà. c'est un mot qui revient souvent d'ailleurs, mais responsabilité, c'est normal, il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement, tout à fait. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, on est responsable de ces fonds. Et puis voilà, l'idée fausse qu'on pourrait un petit peu, en tout cas les idées fausses qu'on pourrait démonter un petit peu, c'est voilà, quand je parle du chant des sirènes, c'est pas que au niveau de la spéculation et des rêves de richesse, c'est aussi parfois on va vous dire, mais regardez mon nouveau projet, c'est mieux que Bitcoin. Pourquoi? Parce que j'ai des blocs plus gros pour accélérer les Le nouveau transactions. Bitcoin, le fameux. Ouais, voilà, le nouveau Bitcoin ou même toutes les autres, bon voilà, ils veulent tous, améliorer Bitcoin, mais si Bitcoin, ça a été créé de cette manière-là, ce n'est pas pour rien. Il y a déjà eu des débats d'augmenter les blocs, qu'on a résolus, pour certaines raisons et finalement, si on garde la blockchain Bitcoin dans cet état-là et qu'on fait que certaines évolutions, ce n'est pas pour rien parce que si on augmente la taille des blocs, on perd, justement en décentralisation. Pourquoi? Parce que la blockchain va être de plus en plus lourde et donc il y a moins en moins de personnes qui vont synchroniser la blockchain. Et quand on est un petit peu mature sur le marché, la meilleure façon de participer aussi, c'est de faire tourner un nœud pour synchroniser la blockchain Bitcoin. Parce que plus on est nombreux sur le réseau, plus elle est sûre. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu avancés sur ce marché, n'hésitez pas à finalement Excellent. redécouvrir en faisant tourner et en participant au réseau, puisque c'est ouvert à tous, c'est ce qui va nous permettre aussi de sécuriser de plus en plus le réseau. Excellent. Oui, après, pour s'enrichir, on peut acheter du Bitcoin à moins de 20 000 $, ce qui n'est Tout à pas fait. une trop mauvaise idée d'un point de vue enrichissement et liberté, en tout C'est cas. les soldes en ce moment. Non, Exactement. Pas de non, voilà, alors conseil pour faire un fois 1000, mais Bitcoin, ouais, c'était déjà alors pas mal en soi. et justement, c'est un peu ce qu'on dit, souvent contre la volatilité. C'est certes, Bitcoin, il est volatile, mais quand on regarde sur 5 ans, il fait x5. Alors oui, des fois, il perd un peu, il monte, moins 20%, plus 1%, mais quand on regarde sur le long terme, il a fait que d'augmenter, en fait. Bien Voilà. sûr. Oui, la trend est, est croissante et long terme depuis toujours. Donc, c'est assez Voilà. simple. Et ben, merci beaucoup, Aurore. Est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin ou est-ce qu'on peut te retrouver? Une petite, quelques secondes de promotion en plus et je te laisse conclure cette super émission. Eh bien, en tout cas, merci, pour l'accueil et oui, pour me retrouver, alors, c'est bitcoinlyon.fr. On a également un site, bitcoinonly.fr pour tous ceux qui veulent, acheter, par exemple, des hard wallets, des choses comme ça. On peut nous retrouver sur les meet-up, sur le site Meetup, on a un site, enfin, on a un meet-up Crypto Lyon et un meet-up Mhm. Bitcoin de Lyon. N'hésitez pas à nous rejoindre lors des événements, à nous rencontrer parce que encore une fois, la meilleure façon de faire le tri des informations sur Internet, c'est aussi de les confronter dans la vraie vie. Donc voilà, et puis donc retrouvez-nous aussi sur les événements de la communauté, hein. Tous les ans, on va à la Surfing Bitcoin. Alors là, bon, c'était fin août et ça sera fin août l'année Oui. prochaine. Voilà, on fait un événement, on fait un meet-up par mois, tous les premiers mercredis du mois au comptoir Brunet et vous pouvez payer en Bitcoin via Lightning Network. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur Lyon, à nous appeler au bureau pour échanger, pour acheter du Bitcoin. Voilà, nous, on vous encadre, on vous fait une formation. C'est quand même ça la différence que de par rapport à passer en ligne sur les plateformes d'échange. C'est que chez Bitcoin Lyon, vous avez un rendez-vous avec un conseiller qui vous aide à paramétrer votre wallet et qui vous donne tous les conseils pour le sécuriser et qui vous accompagne voilà, dans votre stratégie d'investissement. Non, mais c'est très bien de finir sur l'éducation, sur le partage. Nous aussi, on est à pas mal d'événements en ce moment.
Il y avait la Binance Paris Blockchain d'ailleurs, il y a quelques temps. Encore plein d'événements nationaux, internationaux, donc il ne faut pas hésiter à se rencontrer, à partager et à éduquer. Donc je mettrai dans la description, comme d'habitude, plusieurs ressources pour se former sur les cryptos, divers liens. Ça peut être, pour ceux qui n'ont pas mon livre, vous pouvez vous le procurer gratuitement, comme d'habitude. Vous avez de la formation, vous avez des programmes, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez regarder aussi toutes les anciennes émissions pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, des plus anciennes sur le Bitcoin jusqu'aux dernières avec les différents experts qui ont partagé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, merci infiniment, Aurore. C'était vraiment très, très bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup.